Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vertigineuse qui tire vraiment les ficelles dans notre monde. Les sources qu'on a consultées suggèrent que l'idée classique là de la puissance de l'État, la force militaire, tout ça, c'est en train de pas mal changer. On va essayer de décortiquer un peu cette fragmentation du pouvoir et d'identifier qui sont ces fameux nouveaux maîtres du monde. Notre mission, si on peut dire, cartographier ces nouvelles influences. Jean Ziegler y parlait déjà au début des années 2000 des seigneurs du capital financier mondialisé. Alors voyons un peu comment cette idée a évolué et qui d'autre est entré dans la danse aujourd'hui. Exactement. Et le fil conducteur vraiment dans les documents, c'est ce glissement. On passe d'un pouvoir vertical, très étatique, à quelque chose de plus diffus, presque horizontal. Ce n'est plus tant le contrôle du territoire qui compte, mais plutôt la maîtrise des flux, vous voyez. L'argent, les données, les marchandises, les idées, même les technologies, tout ce qui traverse les frontières. Ok, d'accord. Alors, plongeons là-dedans. Commençons par la finance, peut-être. Les sources mettent vraiment en lumière des acteurs comme BlackRock. On parle de chiffres, ça donne le tournis. Près de 12 000 milliards de dollars d'actifs gérés fin 2024. C'est juste colossal. C'est plus que le PIB de la plupart des pays, quoi. Oui. Et ce qui est frappant, d'après les textes, c'est moins le chiffre brut en lui-même que le pouvoir, le pouvoir systémique et assez discret qui en découle. Faut bien voir, ce ne sont pas des fonds spéculatifs super agressifs comme on imagine parfois. Non, ce sont des gestionnaires d'actifs. Ils placent l'épargne de millions de gens via les assurances, les fonds de pension, et par ce qu'on appelle l'actionnariat commun, BlackRock se retrouve actionnaire important dans des boîtes énormes, parfois même concurrentes, comme JP Morgan ou Chevron. Ah oui, donc une influence potentielle sur la gouvernance de ces entreprises. Voire même, ça pourrait réduire la concurrence. C'est ce que certaines analyses suggèrent, oui. Elles parlent d'un pouvoir presque effrayant par son imbrication avec les États, avec les banques centrales, notamment via leur plateforme d'analyse de risque, Aladdin. C'est un outil que même des gouvernements utilisent en temps de crise pour avoir du conseil. Donc oui, une influence diffuse, mais potentiellement énorme. D'accord. Donc, si BlackRock incarne cette puissance financière un peu discrète, les sources pointent un autre type de pouvoir, peut-être plus visible dans nos vies de tous les jours. Celui des géants de la tech, les GAFAM, bien sûr, et leurs équivalents chinois. Leur influence est décrite comme indiscutable, surtout depuis la pandémie, j'imagine. Tout à fait. Et leur force, elle réside moins dans les usines que dans le contrôle de l'information. C'est ça le nerf de la guerre pour eux. Les documents insistaient beaucoup sur la collecte massive de données, l'impact des algorithmes. Ces algos peuvent créer ce qu'on appelle des bulles de filtre, voire même, selon certaines analyses, suggérer des idéologies politiques, influencer des élections. On parle même d'encerclement cognitif pacifique. Encerclement cognitif pacifique. C'est fort comme image, ouais. Et l'IA, l'intelligence artificielle, ça vient encore amplifier tout ça ? Précisément, l'IA transforme ces montagnes de données en un véritable actif stratégique. Le souci, c'est que ce pouvoir technologique énorme se concentre dangereusement entre quelques mains seulement. Face à ça, l'Europe essaye de réagir, de poser des garde-fous. C'est le but des régulations comme le DMA, qui vise à limiter leur pouvoir de marché, et le DSA, qui s'attaque plus à la régulation des contenus en ligne. Ok. Changeons d'échelle maintenant. Le paysage géopolitique aussi, il est en plein mouvement. On voit la montée des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ont été rejoints par d'autres pays d'ailleurs. Ils émergent comme un pôle alternatif. Oui, clairement. Ils se positionnent comme un contrepoids à l'influence occidentale. Les sources parlent d'un potentiel économique considérable. Il y a des projections. Le groupe E7, qui inclut les BRICS et d'autres émergents, pourrait dépasser le G7 d'ici 2050. Et on voit des initiatives concrètes, une nouvelle banque de développement, la NDB, une volonté affichée de dédollarisation. Dédollarisation, donc moins dépendre du dollar américain ? C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers un nouvel équilibre mondial ? Plus stable ? Pas forcément, non, si on en croit les analyses fournissent. Elles suggèrent plutôt un ordre multipolaire qui pourrait être plus chaotique, en fait, avec plus de risques de conflit, un affrontement pour le contrôle des ressources. Et puis, malgré leur poids collectif, les BRICS ont aussi leurs faiblesses internes. Grosse inégalité, problèmes de gouvernance, corruption. Tout ça pourrait freiner leur essor de puissance annoncé. D'accord, donc on a la finance, la tech, la géopolitique,
Mais les sources nous emmènent aussi vers des acteurs plus inattendus, peut-être, qui opèrent en marge de la légalité, les cartels de la drogue. Oui, c'est un autre type de pouvoir décrit comme para-étatique. Eux, ils ne cherchent pas à conquérir des territoires comme une armée classique. Leur méthode, c'est plutôt la corruption, l'infiltration, et ils utilisent la logistique mondiale à leur profit. Un exemple cité, l'exportation de cocaïne colombienne via des grands ports comme Guayaquil en Équateur, direction l'Europe, en se cachant dans les flux commerciaux légaux. Face à ça, l'État semble parfois dépassé, impuissant. On parle même de coexistence avec un État mafieux. C'est assez glaçant, oui. Et puis, dans un registre complètement différent, les sources mentionnent aussi l'influence des milliardaires philanthropes. Effectivement, des figures comme Bill Gates ou George Soros, qui est même qualifié d'homme d'État apatride, menant sa propre politique étrangère, via leurs immenses fondations, ils pèsent lourd sur des agendas mondiaux, la santé, l'éducation. Ça pose des questions démocratiques, évidemment. C'est un pouvoir d'influence énorme, mais sans mandat électoral. Une forme de politique publique remplacée par l'entreprise privée, comme le formule un des textes. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort vraiment de ces différentes sources? Le pouvoir, il est clairement éclaté. Il est flou, multidimensionnel. Le point commun entre BlackRock, les GAFAM, les cartels ou même les grands philanthropes, c'est peut-être moins le contrôle d'un territoire physique, mais plutôt la maîtrise de ces flux un peu invisibles. Les capitaux, les données, les marchandises illicites, les idées. C'est vraiment ça. Et cette maîtrise des flux, elle passe de plus en plus par l'influence. Ce qu'on appelle le soft power, la capacité à séduire, à façonner les préférences, plutôt qu'à contraindre par la force. Et la technologie, en particulier l'analyse de données et l'IA, ça amplifie considérablement ce pouvoir d'influence. Les documents notent comment l'analyse fine des données permet d'ajuster les discours politiques quasiment en temps réel. Ça transforme presque la politique en une sorte de marketing ultra ciblé. Ce qui pose forcément question sur la vitalité du débat démocratique. Bon, pour conclure, les pistes évoquées dans les sources tournent autour du renforcement de la gouvernance mondiale, peut-être, ou du développement d'une culture data plus critique chez les citoyens. Mais voilà, une dernière pensée peut-être pour la route. Face à cette mosaïque de pouvoirs financiers, technologiques, géopolitiques et puis criminels ou philanthropiques, est-ce qu'une régulation globale vraiment efficace est même envisageable ? Ou bien est-ce qu'on est entré durablement dans une ère définie par les jeux d'influence croisés et parfois incontrôlables de ces nouvelles puissances fragmentées ?